Salut à tous. Alors que nous sommes tous curieux de notre futur, il est souvent intimement lié à notre passé. Et en archéologie, il en est de même. Pouvons-nous réellement savoir qui nous sommes sans nous retourner pour savoir d'où on vient? Au fil du temps, des chercheurs ont découvert des artefacts qui posent question sur l'histoire de nos civilisations telles qu'on nous l'enseigne à l'école. N'y aurait-il pas une autre version de notre passé? Ces objets retrouvés en sont-ils la preuve? Pourquoi sont-ils souvent ignorés ou remisés au banc de curiosité folklorique? Certains ont-ils peur de ce que nous pourrions découvrir? Va-t-il falloir changer notre vision du monde et de l'arrivée de l'homme sur Terre? Des questions soulevées aujourd'hui encore sur BTLV, à la découverte de 5 artefacts incroyables. C'est inédit sur BTLV avec Patrice Marty. Salut mon Patrice. Bonjour Bob, bonjour à tous. Ravi de t'accueillir bien sûr sur BTLV pour une nouvelle émission qui va encore une fois nous perturber les neurones, parce que quand on se retourne sur notre passé, on s'aperçoit qu'il y a l'histoire officielle, je le disais en préambule, et puis celle qu'on veut pas forcément mentionner ou qu'on remise au banc de curiosité folklorique. 5 artefacts qui vont nous permettre d'en savoir plus peut-être, et 5 artefacts qui posent question parce que ce sont des disques, hein, c'est ça? Oui, ce sont 5 disques dont je vais vous parler aujourd'hui, un petit peu particuliers, assez anciens. Il y a du vrai, il y a du faux, il y a des spéculations sur certains de ces objets. Et voilà, comme c'est l'été en plus et qu'on peut difficilement bouger, moi je vais vous faire voyager pendant cette émission et on va aller parcourir un petit peu la planète. Alors on va commencer et on va rentrer dans le vif du sujet avec le mystérieux disque Colgant. Oui, le disque de Colgant. Alors c'est un disque qui a été identifié et daté à peu près de 2000 ans. On ne sait pas pourquoi il a été fait, comment il a été fait, par qui vraiment il a été fait. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions aujourd'hui sur ce disque qui est assez particulier. On pense qu'il aurait pu être fabriqué par la culture Moche. La culture Moche, c'est une culture qui vivait au Pérou. C'était sur le nord la côte nord du Pérou. Voilà, c'est une culture assez avancée qui était avec les Incas, les Mayas, c'est un peu la même période. Les Mayas au Mexique ou en Amérique centrale. Voilà, et c'est une culture qui avait réussi à dompter un petit peu le désert dans lequel ils habitaient, puisqu'ils avaient tout un système d'irrigation qu'ils avaient réussi à construire. Ils faisaient également des pyramides. C'est encore une fois cette structure qu'on voit. Et pour beaucoup de ces cultures aussi, ils utilisaient la religion pour unifier la société. Donc voilà, c'est une culture assez riche. Et il y a eu beaucoup d'artefacts mochés qui ont été découverts à travers le monde, des objets en or bien souvent. Mais rien qui rappelait vraiment ce disque très particulier. Aujourd'hui, ce disque de Colgant, il est conservé au musée d'archéologie Rafael Larco Herrero à Lima, qui est la capitale du Pérou. Alors, on ne sait pas vraiment ce que c'est vraiment ce disque. Est-ce que c'était un ancien outil, un appareil de haute technologie, un artefact rituel, ou est-ce que c'est la preuve vraiment d'une connaissance qu'ils avaient d'astronomie? Et c'est plus par là en fait qu'on va aller, la connaissance de l'astronomie par nos ancêtres. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que toutes ces anciennes civilisations avaient une connaissance finalement cosmologique très importante, parce qu'elles y faisaient souvent référence sur ces artefacts, en tout cas sur ces pièces, sur ces sculptures. Oui, bien sûr. Il créait beaucoup de choses autour des étoiles. Il y avait des calendriers solaires, lunaires, mais des choses en plus très précises. Et le disque de Colgant est vraiment particulier parce que ça voudrait dire qu'ils avaient aussi la connaissance de la structure des galaxies en spirale. Alors ça, c'est vraiment particulier parce que ça serait une représentation d'une voie lactée, d'une galaxie en spirale, comme on peut le voir ici. Alors la majorité des galaxies en spirale, elles contiennent un renflement central, comme on peut le voir ici sur la photo, et des bras qui tournent comme ça autour. Alors, on peut peut-être remettre le disque justement pour montrer la similitude quand même. C'est quand même absolument fou. Regarde, c'est dingue quoi. Si c'est une galaxie en spirale qui a été représentée, c'est pas la galaxie c'est pas notre propre galaxie, parce que notre galaxie, elle n'a que 4 bras.
Et là, il y a un peu plus de bras que notre propre galaxie. Et donc ça voudrait dire que ça serait une autre galaxie. Alors, vraiment, on pense que c'était la galaxie ou la Voie lactée. Nous, notre Voie lactée, avec ses 4 bras principaux, il y a le bras de la Règle, il y a le bras du Sagittaire, le bras du Centaure et le bras de Persée. Ça, ce sont les 4 bras qui forment notre galaxie, notre Voie lactée. Et vraiment, si ce disque péruvien, c'est la représentation d'une galaxie, c'est pas la nôtre. Voilà. Mais ce n'est pas notre Voie lactée. Est-ce qu'ils avaient la possibilité d'aller voir d'autres galaxies, de se balader dans l'espace? Ça, on n'en sait rien. Mais néanmoins, on a quand même un petit point sur le disque de Colgan qui pourrait rappeler notre Soleil qu'on voit là où il y a la flèche. Voilà, encore une fois, c'est un artefact unique, ancien, dont l'objectif est pas connu. Ça reste vraiment une énigme ça reste un mystère, ce disque. Il est vraiment Qu'en disent les archéologues classiques? Est-ce que c'est juste un objet, un bijou, etc., ou est-ce que c'est quand même étudié en essayant de comprendre? Parce que effectivement, si c'est le pendant d'une galaxie qui existe, qui n'est pas visible et qui n'est pas la nôtre, ça veut dire que soit ces gens-là ont eu des informations venues d'ailleurs, voilà, ou soit ils ont eu des remote viewers qui sont allés se balader quelque part, quoi. C'est ça. Alors déjà, rien que d'avoir la connaissance des bras des galaxies, que les galaxies sont en spirale, même si c'est la nôtre, c'est un truc de dingue, parce que il y a personne qui, à l'époque de la culture Mosché, qui normalement avait cette connaissance-là. Donc comment une culture péruvienne ancienne pouvait avoir connaissance d'une galaxie à spirale? C'est impossible s'il n'y a pas une technologie derrière. Ouais, c'est toujours ce qui pose question, effectivement, c'est comment tu as eu l'information, y avait-il une technologie, y avait-il, enfin, et on voit, hein, c'est ce que je disais en préambule, c'est-à-dire que finalement tout ce que l'on trouve souvent dans le passé pose question sur notre positionnement ici, sur la réalité de l'histoire qu'on nous enseigne. Donc en tout cas, c'est un joli disque. Et alors l'or, toujours l'or, hein, Patrice, quand même. Souvent l'or est c'est marrant. Utilisé, on le voit bien, chez la culture des Mochés, enfin partout, hein, Amérique centrale, Amérique du Sud, voilà, il y avait beaucoup en Colombie, en Équateur, partout, ils travaillaient l'or. Mais ça aussi, Patrice, ça pose question quand même, parce que tu te dis, qui a décrété que c'était le métal le plus précieux? Tu vois, il y en a d'autres. On a décidé de jeter notre dévolu là-dessus. Enfin, je suis toujours un peu étonné de me dire, pour qui, à un moment donné, dire voilà, l'or, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Nouveau, BTLV présente les ciné-débats. Le 23 octobre, en compagnie de Valérie Seguin et de l'un des intervenants du film L'âme, l'au-delà et l'invisible, Bob Belanca vous propose une soirée exceptionnelle. Dès 20h, diffusion en direct du film, suivie d'un débat autour du mystère de la survivance de l'âme. Infos et réservations avec le lien dans le chat ou sur btlv.fr. Si on reprend les textes anciens sumériens, c'était un métal très précieux parce que conducteur, parce que il a des propriétés qui sont incroyables. Ouais. Et dans les textes sumériens, voilà, ils s'en servaient pour couvrir des machines. Ils s'en servaient, soi-disant aussi, certains dans les textes parlent de refaire leur atmosphère. Enfin, il y a vraiment plein de vertus et sur l'or qui sont incroyables. Hein. Aujourd'hui encore, c'est vrai que on retrouve des objets en or qui sont tellement anciens qu'on va voir maintenant dans le disque de Nebra également. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils avaient la connaissance aussi de la fonte de l'or pour pouvoir le travailler, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont très vite, tu vois, il y a de la métallurgie presque, voilà, déjà. Ah, mais on peut parler de métallurgie. Oui, on peut parler de métallurgie. Hein, et là, on va le voir dans le disque de Nebra, puisque c'est un disque qui a été fait en bronze et en or. Donc, ils avaient la capacité aussi d'incruster l'or dans le bronze. Enfin, c'est pas anodin, quoi, tu vois. Ouais. Non, c'est vrai que c'est troublant, ces technologies qu'ils avaient, en tout cas ces façons de travailler les objets, les métaux, et ça pose toujours question. Alors c'est vrai que le disque de Nebra, c'est une découverte archéo-astronomique, c'est ça? Oui, découverte archéo-astronomique qui nous montre un morceau de la Voie lactée, le disque de Nebra, de la voûte céleste, hein, qui était représentée il y a 3600 ans. Donc c'est un objet qui est passionnant sur plusieurs niveaux, parce que sa découverte est vraiment digne d'un roman. Hein. Alors on a eu droit à des pierres de tombe, du marché noir, des guet-apens de la police pour récupérer le disque, enfin toute une histoire assez rocambolesque, je vous en parlerai à la fin. Et sa simple présence aussi remet
on cause pas mal d'idées reçues dans l'archéologie. On pensait que les hommes, il y a 3600 ans ou 4000 ans, étaient un peu des demeurés, mais non, on s'aperçoit que les Européens de l'âge du bronze n'étaient pas si barbares que ça et qu'ils avaient une vraie connaissance du ciel et pour preuve cette représentation astronomique qui serait la plus vieille représentation astronomique qui a été faite, hein, même plus vieille que celles qui ont été faites en Égypte. Et on va voir que les archéologues sont vraiment ennuyés avec ce disque de Nebra parce qu'il est vraiment très particulier. Longtemps, on a dit que c'était un faux, mais voilà, c'est un disque qui est aujourd'hui fait 30 cm de diamètre, donc il est assez gros quand même, hein, il pèse 2 kilos à peu près. Et donc il a été découvert en 1999 à proximité de la ville de Nebra, et là on est en Allemagne. D'accord. Et voilà, Nebra c'est à droite dans le petit ovale. Et voilà, et il a été récupéré après en 2002 et maintenant il est au musée régional de la préhistoire de Halle en Allemagne où il est toujours exposé. Alors il a été analysé ce disque au microscope et ils sont aperçus que la patine du disque et du plomb qui contient pourrait dater approximativement, sa réalisation a été faite donc il y a 1600 ans avant notre ère, avant Jésus-Christ. Vraiment, ce qui en ferait une des pièces les plus anciennes hein, de la voûte céleste, de la représentation de la voûte céleste. Voilà, donc il est fait, comme je te le disais, avec de l'or et du bronze et de l'étain. Et l'étain vient du sud du pays de Galles et le cuivre venait d'Autriche. Si on peut remettre la photo de tout à l'heure, on va s'apercevoir qu'il est latitude de 51,28 degrés et c'est pile aussi la latitude de Stonehenge. Ça veut dire qu'ils avaient exactement le même ciel. Donc il y a plusieurs choses sur le disque. Là, on peut voir donc le soleil qui est représenté. Ça, c'est facile à imaginer. Peut-être une pleine lune. On pense plutôt que ce serait plutôt le soleil. Il y a plein de points en or aussi qui représentent des étoiles. Et il y a plus précisément sur l'autre photo, on va le voir, 7 étoiles qui sont regroupées et qui évoquent les 11 étoiles des Pléiades. Et qu'on peut voir à l'œil nu hein, dans le ciel. Donc vraisemblablement c'était connu depuis le néolithique. Chez les Sumériens, les Pléiades on les appelait Moul. Moul c'était le mot qui signifie la constellation, les astres. Et les Pléiades c'était Moul, c'est la constellation des constellations. C'est la constellation la plus importante. Voilà. Après, ils se sont aperçus aussi que si on pose le disque au niveau horizontal, il y a 2 bandes d'or sur les côtés, une à droite, une à gauche. Celle de gauche a disparu malheureusement, et ça représente donc un arc de cercle qui est qu'on voit ici, qui est à 82,5 degrés. Et ça correspond aux directions des levées et du coucher du soleil entre les solstices. Donc c'est un truc de dingue. Et les solstices d'été et d'hiver. Et c'est vrai pour cette région-là et à cette époque-là. Il y a plein de petites encoches aussi qui représentent ça. Il y a 3600 ans, c'est-à-dire que tu te rends compte, il y a 3600 ans quand même. Mais oui, c'est ça. Voilà, donc, c'est dingue. Donc, après, on a la Lune qui est représentée aussi sur le disque. Et en bas, voilà, ça c'est la Lune. Et en bas, on a quelque chose alors ça divise un peu les archéologues. On pense à une barque solaire qui reviendrait de la mythologie égyptienne, qui servait à transporter le soleil la nuit. Tout un périple souterrain qui pour renaître le matin à l'est, ou alors est-ce que ça serait simplement une voie lactée? On pencherait plutôt quand même pour une barque solaire. On pourra jamais complètement connaître la signification de ce disque entièrement parce que on n'y était pas non plus et c'est vraiment une petite encyclopédie d'astronomie hein, que nous ont laissé les anciens. Donc voilà, ils avaient vraiment cette connaissance-là qui était un truc de dingue. Quand je vois la connaissance de ça, des solstices, tout est noté, il y a des petites encoches qui correspondent à tout ça. Je trouve ça incroyable. Et voilà, c'est dingue d'imaginer ces gens-là avec autant de connaissances. On les fait passer pour des abrutis de première, alors qu'ils avaient des connaissances en astronomie qui étaient juste incroyables. Alors, est-ce qu'il a suscité des polémiques, ce disque, ou pas? Oui, bien sûr. Et alors, donc, comme il a été volé, il y a eu un procès. Et le procès, il y a des expertises qui ont été faites, et c'est grâce à la justice qu'on a pu avoir tous les tests qui ont été faits dessus, et effectivement qui a démontré que le disque était d'origine et qu'il était bien très ancien. Et maintenant il y a plus
plus de polémique là-dessus. Juste 2 mots sur la découverte du disque, parce que c'est une archéologue, toute jeune archéologue de 34 ans, Lara Christensen, qui a découvert ce disque. Elle a cherché cette tombe pendant plus de 4 mois, et elle a découvert le disque le 4 juillet 1999 sur la colline de Milterberg, donc pas très loin de Nebra. Et quand elle a découvert, elle est rentrée à l'intérieur de cette tombe, et il y avait toute une pierre comme ça, et il y avait une estrade avec le disque posé dessus. Et donc elle a récupéré ce disque. Il y avait aussi des épées, il y avait d'autres objets en or et en bronze, voilà, qu'on voit ici. Et à un moment donné, elle avait. Il est quand même gros le disque là quand on regarde. Il fait 30 cm de diamètre, ouais. Ouais, quand même, ouais. Donc, voilà. Et donc voilà, elle était vraiment abasourdie parce qu'elle était en train de voir. Il y avait cette pièce qui représentait une voûte céleste avec ce disque-là. C'était vraiment quelque chose d'assez incroyable, avec l'amas des Pléiades dessus. Et voilà. Et elle est ressortie pour respirer un petit peu d'air frais parce que on respirait pas trop bien là dans cette cavité. Et elle a commencé à entendre du bruit. Et là, il y a deux bonhommes qui sont arrivés, qui l'ont un peu molesté, qui lui ont volé le disque et qui sont partis avec le disque dans la bagarre. Cette pièce qui tenait tant bien que mal depuis des siècles et des siècles a commencé à bouger et tout s'est effondré. En fait, toute la pièce s'est effondrée. Elle a juste eu le temps de sortir donc le disque. C'est très Indiana Jones quand il découvre le Graal. Mais oui, quoi, carrément. Mais c'est pour ça digne d'un roman d'espionnage, tu vois. Ensuite, la police a recherché ce disque. Ils ont fait et ils ont retrouvé le disque sur le marché noir. Ils ont fait un guet-apens pour choper les contrebandiers, etc. Enfin, vraiment toute une histoire incroyable autour de ce disque de Nebra. Et voilà. Mais bon, on a pu le récupérer et ça nous permet de voir comment était le ciel il y a des milliers d'années. Et grâce à ce disque, je trouve ça juste incroyable. Voilà, aussi qu'on ait cette ligne droite avec Stonehenge, que une partie des matériaux du disque ont été récupérés au Pays de Galles. C'est là aussi où on a retrouvé les pierres bleues de Stonehenge. Il y a plein de choses qui sont liées, tu vois. Donc ça veut dire qu'ils traversaient la Manche, ça veut dire qu'ils naviguaient du coup. Enfin voilà, ça met plein de choses en perspective que j'adore. Chers amis, il y a 2 ans, nous avons proposé un abonnement à 10 € par an pendant 10 ans. Cette formule disparaîtra le 30 septembre. Si vous avez toujours hésité à vous abonner à BTLV, c'est le moment ou jamais. Il vous reste encore quelques jours pour en profiter, pour un accès à toutes nos émissions, en espérant vous savoir prochainement parmi nous sur BTLV. C'est digne d'un roman du Club des 5, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est juste surréaliste. Alors, tu parlais de Sumer, il y a un disque sumérien aussi, une carte stellaire qui a été retrouvée. Ouais, c'est vrai que le disque sumérien est assez particulier. Et c'est un disque qui reste aussi totalement inexpliqué. Donc ça se passe à la fin du 19e siècle. Il y a ce disque qui est retrouvé. Il fait 14 cm de diamètre, donc il est un peu plus petit. Hein. Il a été récupéré dans une bibliothèque souterraine. Voilà, on le voit là, le disque. Il a longtemps été considéré comme une tablette plutôt assyrienne. Et il y a des analyses qui ont permis de le dater et de démontrer qu'effectivement il était plutôt sumérien. Et il montre là le ciel au-dessus de la Mésopotamie. On pensait 3300 ans avant Jésus-Christ. Alors on pense que ce disque qu'on a aujourd'hui est une copie d'une carte encore plus ancienne qui existait et que les copistes en fait faisaient des copies de ces différentes cartes pour les préserver. La tablette est divisée en 8 sections. Alors il y a 40% de la tablette qui a disparu malheureusement. Voilà, on voit les différentes sections sur le dessin, on les voit mieux que sur la photo. Et pendant près de 550 ans à peu près, le disque a vraiment intrigué les archéologues. Hein. Et c'est en 2008 qu'elle a été traduite pour la première fois. Et alors là, c'est là où elle raconte un truc de dingue. C'est un incident phénoménal qui se serait déroulé à Kofel, en Autriche, il y a plus de 5600 ans. C'est-à-dire que ça, c'est ce que les archéologues ont réussi à expliquer, en fait, et à découvrir. On voit l'Irak en bas à droite, on voit Kofel en haut à gauche. C'est une notion contemporaine aux Sumériens d'un impact d'une astéroïde qui aurait eu lieu à Kofel, en Autriche, observé dans les temps anciens. C'est un truc de dingue. Comment des gens en Mésopotamie pouvaient voir la chute d'une météorite en Autriche. Et on parle pas d'un petit truc, hein, c'est un astéroïde qui faisait 1 kilomètre de long qui s'est écrasé dans les Alpes.
mais il y a pas de cratère là-bas à Kofel. Alors c'est vrai que pour les yeux modernes, on voit c'est très bucolique, hein, et on voit pas de site d'impact à proprement parler. Donc, mais c'est quelque chose donc du coup qui reste un peu hypothétique. Mais ils se sont aperçus qu'il y avait eu un glissement de terrain néanmoins géant à Kofel en Autriche et qui mesure 500 mètres d'épaisseur, donc c'est énorme, hein, sur 5 km de diamètre. Donc ils savent qu'à un moment donné il y a eu un glissement de terrain. Est-ce que c'est l'impact de la météorite, de cette météorite ou de cet astéroïde qui aurait participé à ce glissement de terrain? C'est possible. Voilà. Donc, mais ça, il n'y a pas de certitude. Néanmoins, on va revenir au disque. Il est incroyable parce que il est d'une précision incroyable. C'est un vrai astrolabe le truc, tu vois. Et on se demande comment l'auteur de ce disque a pu faire pour mettre toutes les informations qu'il a mis sur un disque de 14 cm. Ouais. Donc, il se compose vraiment d'une carte stellaire qui est segmentée, comme je te le disais, avec 8 morceaux. Et donc, il y a quand même pas mal qui ont été malheureusement abîmés. Et sur ces 8 morceaux, on a quand même réussi à traduire donc c'était une météorite qui s'était écrasée, un astéroïde qui s'était écrasé en Allemagne, enfin en Autriche, mais c'est vraiment très très détaillé l'observation qui a été faite et on se demande comment la personne a pu observer ça et comment elle a pu reporter tout ça sur cette tablette, parce qu'on est toujours sur donc des textes cunéiformes. Aujourd'hui, la tablette elle est au British Museum en Angleterre et elle est toujours étudiée par les scientifiques. Parce que ils n'arrivent pas à comprendre comment des choses aussi incroyables ont pu être portées. Sur le disque, on retrouve la date exacte de l'impact de cette comète et ça donne une date très précise avec l'heure précise également où est-ce que la météorite présumée aurait frappé la Terre. Et donc c'était le 29 juin 3123 avant Jésus-Christ. Donc voilà, c'est incroyable qu'on ait ça. Et comme on le sait sur BTLV, hein, les anciens avaient une connaissance du ciel. On l'a vu déjà avec les 2 disques précédents, mais ils connaissaient pleinement les constellations, les étoiles, les galaxies. Tout à l'heure, on a vu cette galaxie à spirale. Et il y a plein de noms de galaxies qui sont donnés aussi sur ce planisphère. Et le nom des galaxies est en corrélation et en relation avec la trajectoire du vol de la comète. Ah ouais. Par exemple, sur la 3e image, ça montre que la comète a atteint Orion le 9e jour d'observation. Et ça veut dire que l'astronome qui a fait ça, il avait une connaissance incroyable de la trigonométrie, qui était capable de documenter la trajectoire, la trajectoire de vol, l'heure, la distance. Enfin, un truc de malade, de dingue, ingénieur le gars, tu vois. Et ensuite on a comme ça sur plusieurs segments toute la trajectoire de cette comète et de ce météore, du premier jusqu'au 5e segment, c'est la trajectoire comme ça de ça. Et au 20e jour, il nous parle avant qu'il y ait un impact. Et le 21e jour, il parle de l'impact. Et là, encore une fois, forcément, il a dû le voir puisque il décrit des choses incroyables. Alors, il devait pas être très très proche, sinon il serait mort, parce que un astéroïde d'1 kilomètre qui s'écrase, c'est colossal. Ah oui, non, mais c'est voilà. Mais par contre, il décrit l'éclairage du flash dans le ciel, la montée des panaches de cendres à la suite de l'impact. Enfin voilà, donc la 7e image documente tous les événements de la nuit. Ce qui est surtout incroyable, Patrice, parce que je me demande si c'est vraiment une météorite ou autre chose, parce qu'une météorite qui se serait écrasée quand même sur Terre d'1 kilomètre de long, il y aurait plus de civilisation humaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très 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 troublant quand même ce truc d'1 kilomètre qui est décrit. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois où je veux en venir? Peut-être est-ce que ce serait pas autre chose? OVNI, paranormal, mystères archéologiques. En replay et podcast. BTLV. Explorez l'inconnu. Découvrez l'inattendu. Certains parlent effectivement que ça serait pas une météore, mais plutôt un objet qui se serait écrasé. Mais quand même, on parle de panache, de poussière rougeoyante qui se dresse dans la nuit.
voilà. Alors c'est vrai que les météores, s'il y a un objet d'1 kilomètre de long, ça tue tout à des kilomètres à la ronde. Hein, non, mais ça tue la civilisation. C'est celle je crois que celle des dinosaures, c'est moins d'1 kilomètre. Hein, tu vois ce que je veux dire? 1 kilomètre, c'est monstrueux, c'est juste énorme. Ah, mais c'est pour ça. Donc c'est pour ça que certains pensent que ça pourrait être un objet et que ça serait peut-être la description de la première description en fait d'un crash d'OVNI sur Terre. Bien sûr. Ce disque sumérien. Pourquoi pas? Ça serait probable parce que, comme tu le disais, un météore d'1 kilomètre, ça tue toute civilisation sur Terre, donc c'est pas possible. La personne en plus devait avoir quand même un point de vue physique, soit d'une tour de contrôle, soit d'un vaisseau dans le ciel pour pouvoir tout ça et pour pouvoir décrire l'impact aussi, tu vois. Donc voilà, c'est très bizarre, c'est très particulier ce disque de Sumer. Il soulève beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Comment à Sumer, ils peuvent parler d'un crash d'un météore dans les Alpes en Autriche? C'est très surréaliste, c'est particulier parce que alors en plus une précision incroyable. Ce qui est d'autant plus troublant, c'est qu'effectivement, donc on parle d'1 kilomètre, mais ça peut être un peu moins. C'est-à-dire que quand on voit, j'étais avec quelques ufologues il y a quelques jours qui me disaient il y a des pilotes qui ont vu des choses aussi grandes qu'un stade de foot. Tu vois, je veux dire qu'à l'image, alors tu te dis peut-être que le mec n'avait pas la notion du kilomètre, mais peut-être que déjà si tu voyais un vaisseau qui est 2 fois comme un stade de foot, t'as l'impression qu'il fait 1 kilomètre. Tu vois ce que je veux dire? Donc le truc, et peut-être que c'est ça. Et finalement, le kilomètre était peut-être censé représenter quelque chose de très grand, en tout cas tel qu'il est annoncé là, et c'est peut-être un crash soit d'OVNI, ou soit même un truc qui s'est posé, qui a fait des flammes, des machins, tout ça, parce que le mec ne savait pas forcément décrire, et qui est reparti, tu vois, dans un fracas ou un truc de dingue, quoi. Donc, tu vois, c'est assez étonnant. Bien sûr, même dans la Bible, hein, il y a des descriptions d'atterrissage d'OVNI, de choses comme ça, où on parle de flammes, on parle voilà, plein de choses comme ça, c'est vrai. Et voilà, donc il me plaisait bien celui-là aussi, le disque de Sumer, qui est incroyable. Il est beau parce qu'en fait, il décrit un événement, donc, qui s'est passé et qui reste troublant aujourd'hui. Alors. Oui, puis avec une précision, avec des noms de constellations, d'étoiles, voilà. Et puis, il faut imaginer le gars qui tous les jours regardait ses observations, mais avec quoi? À l'œil nu, avec, voilà, c'est bizarre, quoi. Et en même temps, comme dirait notre président de la République, et en même temps, à l'époque, si tu veux, la télévision, c'était le ciel. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, les mecs regardaient ça, ils devaient se dire, déjà moi, encore aujourd'hui, quand je me mets dans mon transat et je regarde le ciel, je me dis c'est un truc de barge. Alors imagine à l'époque, avec la pureté, ils devaient voir plus loin à l'œil nu. Enfin, tu vois, ils devaient avoir une visibilité assez incroyable. Quand même, hein, voir à l'œil nu. Ah non, mais c'est évident. Un astéroïde qui passe à côté d'Orion. Non, je comprends. Je comprends que c'est assez troublant. Donc, est-ce qu'ils avaient une technologie? Est-ce qu'ils avaient des télescopes? Est-ce qu'ils étaient dans un vaisseau? Est-ce que, tu vois, ça ouvre plein de questions, en fait. Ce disque, il pose plus de questions qu'il apporte de réponses. Donc, voilà, je l'adore. Alors, le prochain disque va nous amener, en 1908 sur une île de Crète, hein, c'est ça? Ouais. On l'appelle le disque de Phaistos. C'est effectivement en Crète. Il a été retrouvé dans un dépôt souterrain. Voilà, on voit l'île de la Crète là, sous la Grèce à droite, dans un dépôt souterrain du temple lié au palais minoéen de Phaistos. D'où son nom. Voilà. Donc ça c'est une reproduction qu'ils ont refaite du temple là-bas, mais les archéologues aimeraient qu'il soit détruit parce que c'est pas très très fidèle vraiment à la réalité. C'est un archéologue, Luigi Pernier, qui a retiré ce disque d'une couche de terre, et il a été daté entre 1850 et 1600 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est un disque qui aurait à peu près 4000 ans. Il est fait en argile cuite et le disque mesure 15 cm à peu près, un peu la même taille que celui de Sumer. Le voilà. Il fait 1 centimètre d'épaisseur et dessus il y a 241 symboles qui sont imprimés des deux côtés. Ah ouais. Et son grand mystère, c'est que personne à ce jour n'a réussi à traduire ou à déchiffrer ce qui a marqué sur ce disque. Alors la signification de l'écriture n'a jamais été comprise vraiment d'une manière acceptable pour les archéologues traditionnels, ou même les étudiants en langue ancienne. Et en fait, l'écriture elle-même, qui est sur le disque de Phaistos, est intéressante parce qu'elle a été faite en pressant les caractères
préformés, tu vois, dans l'argile molle. Ça en ferait presque la première utilisation de caractères mobiles pour l'impression, pour l'imprimerie. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment comme des tampons en fait qui ont été mis. Hein. Alors, il a été trouvé le disque en même temps qu'une autre tablette avec une écriture qui était standard et compréhensible pour l'époque de Crète. Alors, il y a eu une vraie controverse sur ce disque de Phaétos. On a dit que c'était un faux, qu'il a été fait par l'archéologue pour s'assurer d'avoir des fonds pour continuer à travailler. Ouais. Néanmoins, aujourd'hui, il est exposé au musée d'Héraclion en Crète. Et voilà, le musée. Et bien évidemment, ils veulent pas qu'on y touche. Ils veulent même pas qu'on fasse un prélèvement sur l'argile qui nous permettrait aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, de faire une vraie datation. Voilà. Donc il y a 41 symboles qui ont été estampés individuellement. Et alors on sait que c'est beaucoup sur les 241, c'est toujours les mêmes qui reviennent, ouais. Qui ont été réalisés avec des tampons différents. Ça, ils ont réussi à le déterminer. Et il y a des petits traits entre les lettres. Alors, on pense que les petits traits, ça pourrait être des marqueurs pour dire que c'est le début du mot, ou des préfixes ou des suffixes pour les voyelles, les consonnes. Enfin voilà, on ne sait pas trop comment interpréter ces petits traits. Est-ce que ça serait des diviseurs de vers et de strophes, des signes de ponctuation? Ils en savent rien. Et aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à savoir ce que dit le texte. Il y a des lignes aussi en pointillés qui apparaissent sur le bord du disque. Peut-être qu'on peut revoir le disque. Et voilà, c'est une écriture qui est faite en spirale. Donc on a ce disque avec ces symboles. Personne sait vraiment ce que veut dire ce disque. Alors peut-être qu'aujourd'hui on n'en sait rien, mais que demain on va pouvoir enfin le déchiffrer ou le traduire. Tu vois. Ils ont retrouvé quelques symboles. Un ou deux symboles similaires sur une hache qu'ils ont également là-bas au musée. Et dernièrement, il y a 5 ou 6 ans, ils ont retrouvé aussi une poterie dans une petite église avec 2 symboles qui étaient identiques. Mais ça permet pas néanmoins de traduire l'ensemble du texte. On sait que pour écrire actuellement, quand on se sert ou pour traduire les anciennes langues, hein, comme le maya ou l'égyptien, il y a 3 catégories. Hein. Il y a la pictographie, le langage syllabaire, ou les alphabets. Alors là, on sait que comme il y a beaucoup de symboles et qui sont différents, et ça peut pas faire partie d'un système pictographique, et il y a trop de lettres pour que ce soit un alphabet. Donc ça laisse que la partie syllabaire au milieu, mais sur la partie syllabaire aussi, ça marche pas non plus, et ça voudrait dire que chaque symbole est une syllabe et que chaque groupe de symboles est un mot, etc. Et ça marche pas non plus. Donc voilà, ils sont bien embêtés, ils arrivent pas à traduire ce disque, et ça reste un vrai mystère aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas de preuve non plus scientifique, qu'on n'a pas pu le dater parce qu'ils veulent pas briser le rêve, et c'est une des attractions un peu majeures du musée, et ils n'ont pas envie que le soufflet retombe, tu vois, et si on leur dit c'est un faux. Tu sais, c'est un peu comme toutes les découvertes archéologiques. Hein. J'étais avec Joseph et Ralph Davidovitz, je ne sais pas si tu as vu l'entretien que j'ai eu avec eux, sur l'île de Pâques, qui, grâce à leurs travaux, ne serait plus un mystère, et notamment grâce au mur de Vaniapou. Donc qui est jamais mentionné et qui pourtant nous ramène en Amérique latine, et qui peut-être démontre que c'était les Américains latins qui auraient peut-être colonisé l'île dans un premier temps. Dans tous les cas, quand on demande à Ralph et à Joseph Davidovitz pourquoi l'archéologie ne veut pas en parler, parce que ça dérange, parce qu'en fait il y a une histoire qui est racontée, un peu comme pour l'Égypte, et que finalement tu casses le tourisme. Si demain on explique comment les pyramides ont été construites, bâties, voilà, il n'y a plus de mystère, ça a moins d'attrait, voilà. Donc si on dit voilà, mais ils avaient des machines, ou alors c'est du géopolymère, ils ont reconstitué les pierres, etc. Ils ont moulé. Ça casse tout, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc il faut garder ce mystère. Mais bon, écoute, dans tous les cas. Moi, je trouve pas que ça casse quoi que ce soit. Ben oui. Vrai que ce disque, il est un petit peu mystérieux. Alors on pensait que ça pouvait être une prière pour la déesse mère. On pensait que c'était, il y en a qui ont dit que c'était une liste de cours, pas de courses, hein, de cours, que c'était des choses religieuses, un rituel de fertilité, même des notes de musique. Ils ont vraiment été chercher un petit peu partout, ou alors pourquoi pas un message d'ancien extraterrestre, que sais-je, mais
la chose la plus plausible aussi, certains disent que ça pourrait s'agir d'un message codé. Et une fois qu'il a été lu, le disque il a été jeté et en fait la personne avait eu son message. Voilà, donc mais ça voudrait dire qu'à l'époque ils savaient faire des formes de cryptage sophistiquées puisque nous on n'arrive pas à le traduire le bazar. Donc voilà, à moins que d'autres disques similaires soient trouvés ou d'autres objets avec une écriture similaire soient trouvés, malheureusement on peut toujours pas le traduire. Peut-être qu'avec des ordinateurs plus tard on pourra le faire. Mais voilà pour ce disque de Phaistos qui fait partie des disques un petit peu mystérieux qu'on a pu mettre à jour aujourd'hui. Chers amis, à la fin du mois de septembre, l'abonnement solidaire à 4,90 € disparaîtra. Si vous avez toujours hésité à vous abonner à BTLV, c'est le moment ou jamais. Il vous reste encore quelques jours pour en profiter. Important, si vous êtes déjà abonné à ce tarif, rien ne changera pour vous. En espérant vous savoir prochainement parmi nous sur BTLV. Comme les autres, c'est vrai qu'ils posent question. On va terminer avec un autre disque, le disque génétique, qui est l'un des artefacts les plus incroyables découverts en Colombie. Ouais, le disque génétique, c'est un disque qui est incroyable parce que il est incroyable à plusieurs niveaux. Déjà, il est incroyable parce que sa taille, il fait presque 30 cm, il fait 27 cm, et il est fait dans une pierre noire qu'on appelle la lydite. C'est une pierre qui est extrêmement dure, et elle a une résistance exceptionnelle. Elle est ça fait penser au granit, si tu veux, ouais. Mais en termes de dureté de pierre. Mais ce qui est très compliqué avec la lydite, c'est qu'elle est faite avec des couches successives, plus la dureté, donc ça la rend très très difficile à travailler. Et malgré tout, ce disque qui fait 2 kilos à peu près a été fait dans cette matière-là. Donc ça, c'est déjà une prouesse technologique d'avoir pu faire ça. Et aujourd'hui, le disque qui fait partie de la collection du professeur Rémi Gutiérrez Rega, qui est un monsieur très connu là-bas en Colombie. Belle sculpture en tout cas. Il a pas que celui-là, il y en a d'autres, des artefacts comme ça, et il en collectionne pas mal. En fait, le disque a été fait avec une précision vraiment extraordinaire. Alors, certains, bien évidemment, nous disent qu'il s'agit d'un faux, mais même si c'est un faux, tout ce qu'il y a sur le disque est tellement incroyable. Voilà, on voit le disque, mais il y a des études récentes qui n'ont pas confirmé que c'était un faux. Il a été analysé. Il y a des géologues de l'université de Bogota qui suggéreraient que son apparition remonterait à la préhistoire. Donc, tu vois, carrément. C'est vraiment très ancien. Ouais, donc très ancien. Et alors, comment ils ont pu faire un disque pareil à la préhistoire? Ça encore, c'est la question. Donc, il n'y a pas de datation précise de l'artefact, et ça correspond à aucune similitude avec des cultures précolombiennes qui remontent jusqu'à plus de 6000 ans, tu vois. Donc c'est incroyable. Donc certains pensent que ça pourrait venir de la culture Muisca, qui eux aussi faisaient des beaux objets en or. Et mais on voit un de ces objets, un chariot comme ça avec des personnages avec 3 doigts d'ailleurs. Et voilà. Et on a aussi Monsieur Vera Hammer, qui est expert des pierres précieuses au musée d'histoire naturelle de Vienne en Autriche, qui a examiné le disque en lydite et confirme que le disque a bien été taillé dans cette pierre. C'est pas fait avec des matériaux artificiels, c'est pas du ciment, c'est pas qui a été peint ou des choses comme ça. Elle est bien en lydite. Donc d'avoir fait un disque comme ça en lydite, rien que ça, c'est un truc qui est exceptionnel. Maintenant, ça c'est l'objet en lui-même. Maintenant, on va parler de ce qu'il y a dessus. Alors le disque, il a été trouvé avec d'autres objets médicaux qui ont été retrouvés. Klaus Donna en avait beaucoup parlé, et ça serait des instruments pour les généticiens du passé. C'est gros point d'interrogation, mais gynécologique, ça, on en est à peu près sûr. Alors pourquoi génétique? On l'appelle le disque génétique parce qu'il décrit l'ensemble d'un processus du début de la vie humaine. Et il est illustré, on va le voir sur les deux côtés. Il y a des dessins qui ont été faits, voilà, d'une précision incroyable. Et donc on voit les organes reproducteurs masculins et féminins. Ça montre sur tout le côté, là, on voit toute l'évolution et le développement du fœtus dans l'utérus et la naissance jusqu'à la naissance du bébé. Donc ça veut dire qu'ils savaient comment c'était foutu à l'intérieur. Ouais, tu vois, on voit toute l'évolution du fœtus. C'est un truc de dingue, quoi, tu vois. Et alors, certains disent que c'est l'évolution du fœtus, d'autres disent que ça pourrait être l'évolution de la vie depuis la vie amphibienne jusqu'à l'homme.
mais les médecins sont plutôt d'accord de dire que ça serait la description et l'évolution d'un fœtus. C'est ça. Ouais, de gestation. Et ça veut dire qu'ils avaient ces connaissances-là dans les civilisations antiques. C'est juste pas possible, quoi, tu vois. Nous aujourd'hui, on le fait parce qu'on le sait, parce qu'on a des outils, des machines, on a tu vois, l'échographie ou des choses comme ça, sûr, quoi, tu vois. Ouais. Et donc les médecins sont bien d'accord que c'est vraiment l'illustration des étapes de base du développement d'un fœtus humain. Donc voilà, j'adore. Moi, ça me fait délirer d'avoir un disque comme ça qui a plus de 6000 ans et on voit ça dessus, quoi, tu vois. La vie ultra intérim, donc c'est magique. Moi, ce qui me fascine toujours, ce qui me fascine toujours, c'est en fait ça remet en question toujours l'image que l'on a de ces anciens hommes. T'as l'impression qu'ils étaient inintelligents, assez rudes, un peu bas du front, et tu t'aperçois que finalement, ce qu'ils n'avaient pas, c'est la technologie telle qu'on l'a. Aujourd'hui, ils n'avaient pas d'ordinateur, de voiture, tout ça, mais ils avaient le même cerveau que nous, c'est-à-dire ultra méga intelligents, avec de la bonne réflexion et certains beaucoup de discernement. Oui, mais ils n'avaient pas de technologie. Ça, on n'en sait rien. On s'aperçoit quand même que quand on regarde notre passé, il y avait une partie de la population effectivement qui était peut-être des chasseurs-cueilleurs, des choses comme ça, avec un cerveau peut-être moins développé, mais qui avait aussi une frange de la population terrestre qui était super évoluée quand même. Hein. Il y a des choses comme ça, comme ce disque qui est là et qui est un truc de dingue. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas deux types d'habitants sur la Terre à ce moment-là? Si on peut remettre la photo du disque, c'est ce qu'on voit, parce que sur le disque, à 6 heures, sur le bas du disque, on voit un homme et une femme. Vous ferez la différence par vous-même, hein, mais on voit bien la différence entre les deux. Surtout dans le bas des corps, hein, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a quelque chose de dressé, l'autre qui a quelque chose de... Et à 3 heures, si on regarde sur le côté droit du disque, là, il y a deux autres personnages, masculin et féminin. Bizarre. Mais quand on regarde leur tête, c'est pas très humain, tu vois. Ouais, ils ont des têtes assez bizarres, assez étranges, et avec des gros yeux et une grosse tête, et c'est vraiment différent des deux qui sont en bas à 6 heures. Donc voilà, est-ce qu'il n'y avait pas ces deux types de personnages qui vivaient sur Terre, et est-ce que c'est pas en mélangeant ceux-là qui ont permis de faire une nouvelle race d'hybride peut-être? Ça nous ramène aux travaux d'Anton Parks, hein, aussi, hein, c'est-à-dire que peut-être que voilà, Enki se serait disputé, voilà, et le fait que il y en a un des deux qui ait voulu hybrider et faire en sorte que on soit ce que l'on est aujourd'hui. Et quand tu vois la tête des sculptures sur le côté, effectivement, des gros yeux, des machins, ça fait penser à des personnages que l'on voit souvent dans la science-fiction aujourd'hui. Donc voilà. Ben bien sûr, et ces personnages-là, on les retrouve dans le monde entier. Voilà, on a déjà fait ensemble beaucoup d'émissions, et à chaque fois ça revient. À chaque fois, on nous parle et on nous montre et on nous décrit des personnages différents du Sapiens qui vivaient sur Terre à un moment donné de notre histoire. Moi, ce qui est toujours étonnant aussi, c'est la récurrence de ces représentations de personnages très particuliers, avec des grosses têtes, des gros yeux, des machins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi les ont-ils dessinés, pourquoi les ont-ils représentés? C'est peut-être parce qu'ils les ont vus. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est ça. Ou peut-être qu'ils vivaient avec, ou qu'ils étaient leur création. Donc voilà. Donc si on peut mettre la photo maintenant du verso du disque, il y a aussi des choses qu'on ne peut voir qu'avec un microscope aujourd'hui. Si on regarde le disque à 11 heures, c'est comme une horloge, hein, on va dire à 11 heures, dans la partie gauche, on peut voir un testicule masculin avec un spermatozoïde. C'est vrai. Et à droite, il y a un peu plus de spermatozoïdes. Donc, c'est la représentation du processus d'apparition des spermatozoïdes. Ouais, c'est-à-dire que pour voir un spermatozoïde, ça veut dire qu'il fallait un microscope, hein, parce que sinon tu le vois pas. Hein. Mais ouais, c'est ça. Tu vois. Et alors, pour mémoire, donc les spermatozoïdes étaient découverts en 1677. Ouais. Là, on parle d'un disque qui a 6000 ans. Donc, comment c'est possible, tu vois? Et pour ça, il fallait effectivement avoir le microscope. Sinon, tu ne peux pas voir un spermatozoïde à l'œil nu, tu vois. Bien sûr, il faut les zoomer. Et à gauche, peut-être à 1 heure, si tu veux, il y a aussi plusieurs spermatozoïdes complètement formés qu'on peut voir. Voilà, c'est déroutant, c'est incroyable. Encore à droite, là, il y a des choses, on ne sait pas trop ce que c'est. Les scientifiques n'arrivent pas à avoir de conclusion sur ce que ça signifie, hein, là. Et à 3 heures encore, là, il y a les images d'un homme, d'une femme et d'un enfant. Voilà. Est-ce que ça serait
ils nous disent qu'ils se servent du spermatozoïde, qu'ils font des choses et qui mélangent tout ça pour pouvoir arriver à créer l'être humain. Ça me fait penser moi aussi au dessin qu'on a pu voir et dont j'ai déjà parlé ici, c'était les pierres de Oruelos, où on voit justement ces femmes en train d'accoucher d'enfants avec un crâne allongé, de personnages avec des gros yeux. Voilà, donc est-ce que on voit le serpent aussi? Voilà, est-ce que c'est pas encore une fois la même histoire qui est racontée différemment selon la région, la culture, mais toujours la même histoire de ces dieux qui seraient venus des étoiles et qui auraient fait des opérations génétiques sur Terre pour pouvoir créer une race humaine qu'on serait nous aujourd'hui. Voilà pour ces 5 disques que je voulais vous présenter. Il y en a d'autres ou pas ailleurs? Oui, il y en a d'autres, des disques comme ça. Il y a celui de Sabou en Égypte, qui est au musée du Caire. Il y a les disques des Dropas dans l'Himalaya. Et également, ils ont découvert 712 disques en Chine. Voilà, il y a beaucoup de questions intrigantes sur ces objets. Mais voilà, on n'arrive pas à avoir de conclusion définitive sur ces artefacts. Personne ne peut expliquer quel type de technologie a été utilisée, ne serait-ce même que pour le faire. On voit le disque de Lydite, c'est un truc incroyable. Voilà, qu'est-ce qui a pu influencer les créateurs de ces disques pour les créer? Comment ils avaient acquis ces connaissances? Qui leur avait transmises? Voilà, ça fait plein de questions. Mais une chose est sûre, c'est que les anciens du passé avaient de vraies connaissances qui parfois pouvaient dépasser celles qu'on a aujourd'hui ou même ce qu'on peut imaginer. Et voilà, moi, j'adore pouvoir aller à la découverte de ces objets, de pouvoir vous les présenter. Et je rêve de pouvoir recommencer à voyager pour aller les photographier et voir tout ça en vrai dans les musées ou sur le terrain ou même dans des collections privées si c'est le cas des fois. Mais voilà, c'est des choses magiques que j'aime encore aller découvrir pour pouvoir vous les partager ici sur BTLV. Le mystère de tous ces disques encore reste entier et dès qu'on aura des informations supplémentaires, bien évidemment, Patrice Marty vous les donnera sur BTLV et nulle part ailleurs. Merci mon Patrice d'avoir été avec nous encore une fois durant cet été. Je sais que à chaque fois c'est un vrai plaisir pour ceux qui nous regardent de pouvoir voyager, alors même que c'est interdit aujourd'hui ou difficile, grâce à tes interventions. On t'embrasse très fort et puis à bientôt mon Patrice. Je vous embrasse, à très vite, à très bientôt. Salut. Depuis la nuit des temps, l'homme s'interroge. Qui sommes-nous vraiment? D'où venons-nous? Sommes-nous seuls dans l'univers? Les ovnis, preuve d'une présence extraterrestre ou secret bien gardé? That we have in fact recovered discs of unknown origin and craft of unknown origin, that we have the material, that we have bodies. Le paranormal, une illusion ou une réalité qui nous échappe? On est là dans ce cadre vraiment romantique et énigmatique où tout se prête à enflammer l'imagination du visiteur. Et donc c'est vrai que quand on approche à pied de cette magnifique demeure, on se dit que voilà, ce château est un refuge idéal pour les créatures d'outre-tombe. L'archéologie mystérieuse. Et si notre passé était différent de ce que l'on croit? Si on se dit que c'est un jumeau du Christ, ça implique quand même 2 choses vraiment importantes. Ça veut dire que d'une part, le mythe de la résurrection caduque, il n'existe pas, et que Jésus serait donc bien mort sur la croix. La spiritualité, une porte vers une autre réalité. Le monde des Templiers, ce n'est pas juste de l'ésotérisme, c'est vraiment un monde magique. Et quand je dis magique, c'est avec tout le sens qu'il faut donner à ce mot. À la frontière du connu et de l'inconnu, une seule mission, découvrir la vérité. On va aller de découverte en découverte, de surprise en surprise, et même sur des faits qui dépassent l'entendement. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu.